rapide, comme c'est la fin, effectivement, un certain nombre de personnes sont déjà fatiguées, ce qui est tout à fait logique. Et donc je vais intervenir sur cette question liée à l'Iran face au risque de fragmentation en analysant un certain nombre d'éléments internes et externes à l'Iran. Et pour commencer, il est important de rappeler un certain nombre d'éléments très importants. D'abord, la taille de l'Iran, c'est un État important avec une superficie très importante qui dépasse les 1 600 000 km², avec une population également importante, près de 90 millions d'habitants, une population multiethnique, donc c'est un facteur important à retenir, mais avec un fort sentiment d'appartenance nationale. C'est également un autre élément à retenir. L'Iran est également un nœud géopolitique, parce qu'en réalité, le territoire iranien est situé à l'intersection de plusieurs espaces géopolitiques très importants. On a le Caucase, l'Asie centrale, le Golfe arabo-persique, le Moyen-Orient. Et donc, tous ces éléments font de l'Iran un État central. Et avec l'arrivée de la République islamique en 1979, le pays s'est affirmé comme un acteur central de la zone, en tout cas au niveau du Moyen-Orient, avec une politique, je dirais, dynamique, affirmant un positionnement clairement pro-palestinien et anti-sioniste et pas antisémite. Donc c'est important de faire la distinction entre les deux, parce qu'il faut savoir qu'en dehors d'Israël, la plus forte communauté juive vivant au Moyen-Orient vit aujourd'hui en Iran. C'est un élément également très important à retenir. C'est un État qui soutient clairement la cause palestinienne en soutenant directement des groupes palestiniens armés comme le Hamas et le Djihad islamique. Il soutient également un certain nombre d'alliés régionaux, ce qu'on appelle des proxys iraniens, que ce soit le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et d'autres milices en Irak et auparavant en Syrie avant la chute du régime syrien. Et donc, l'ensemble de ces éléments additionnés à la nature théocratique du régime qui a un discours clairement révolutionnaire, souverainiste et également très hostile dans la rhétorique, en tout cas aux États-Unis et à Israël. Donc il a exacerbé les tensions historiquement avec ces deux États. Et on a vu que les tensions ont atteint leur paroxysme à l'occasion de la guerre des 12 jours en juin 2025, et plus encore aujourd'hui avec la dernière guerre qui a commencé le 28 février dernier, et dans laquelle on est toujours en réalité dedans, même s'il y a un cessez-le-feu. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré l'intensité des frappes israélo-américaines qui ont ciblé l'Iran et les pertes importantes que le régime iranien a subies, que ce soit sur le plan militaire ou politique, notamment avec l'assassinat du guide suprême, le régime iranien fait preuve d'une remarquable résilience, malgré le discours, malgré la stratégie en tout cas, de départ de Donald Trump, qui visait à renverser rapidement le régime iranien et voir un effondrement du régime de l'intérieur. Et donc face à cette réalité, donc, qui ne correspond pas au scénario de base qui a été promu par Donald Trump, que Netanyahou lui a vendu, selon les dernières révélations, on se retrouve face à une nouvelle situation. Et donc on peut imaginer que les États-Unis et Israël, dans cette logique, pourraient envisager de nouvelles stratégies pour affaiblir le régime et pourquoi pas de le faire tomber. Et dans ce cadre-là, on peut imaginer l'activation en tout cas de la question des minorités iraniennes, ajoutée à d'autres moyens de pression, qu'ils soient militaires, économiques ou sociaux. Et donc, mon analyse va se focaliser sur deux points. D'abord, montrer pourquoi un changement de régime en Iran ou l'affaiblissement du régime iranien est quelque chose de fondamentalement stratégique pour Israël et les États-Unis. Et dans un deuxième point, voir comment les minorités peuvent être activées dans le cadre de cette stratégie. Donc, concernant le premier point, par rapport aux objectifs géostratégiques pour Israël et les États-Unis de voir le régime iranien tomber. Donc il faut rappeler que depuis la naissance, en tout cas la mise en place de la République islamique en 1979, on est dans une situation de tension continuelle entre Israël et la République islamique. D'abord à travers une confrontation indirecte sur différents théâtres au Moyen-Orient, le Liban, les territoires palestiniens occupés dans la dernière guerre à Gaza. Il y a eu également des menaces réciproques, des opérations ciblées, jusqu'au dernier point où on a eu cette dynamique qui a évolué vers une confrontation directe à l'occasion de la guerre des 12 jours et aujourd'hui dans l'affrontement actuel. C'est à l'occasion du premier affrontement direct entre Israël et les Iraniens, la guerre des 12 jours, les objectifs israéliens étaient clairement définis.
il visait principalement à détruire le programme nucléaire iranien. On voit qu'aujourd'hui, les ambitions israéliennes sont beaucoup plus importantes à l'occasion de ce conflit. Ils visent carrément à faire tomber le régime iranien, ce qui explique également la réticence israélienne aujourd'hui face au cessez-le-feu et au potentiel accord entre Iraniens et Israéliens qui n'irait pas dans le sens géostratégique israélien poursuivi. Et donc l'objectif principal d'Israël, dans le cadre de cette nouvelle guerre, est de fragiliser le régime iranien et donc, pourquoi pas, de le voir tomber. Et donc, cette stratégie, en réalité, il faut la mettre dans un contexte plus général, et dans le cadre d'analyse géopolitique israélienne plus ancienne, qui ont été d'ailleurs développées au cours des décennies précédentes, notamment dans les années 80 et 90, où on a vu plusieurs documents géostratégiques développés par des analystes israéliens, et présentés même au Premier ministre de l'époque, qui proposait une analyse globale de l'environnement géopolitique israélien et qui soulignait que la fragmentation des États régionaux, donc limitrophes d'Israël, pouvait être, donc dans petite structure, pouvait jouer en faveur d'Israël, donc modifier les équilibres géopolitiques de la région et donc diminuer les capacités de ces États qui pouvaient éventuellement constituer dans le futur une menace stratégique par rapport à Israël. Et d'ailleurs, même si officiellement ce discours n'a jamais été adopté d'une manière concrète par un gouvernement israélien, on voit que les discours d'un certain nombre de responsables politiques israéliens adoptent indirectement ce type de conception. D'ailleurs, même la théorie du Grand Israël, qui a été développée par un certain nombre de ministres israéliens dernièrement, dont le Premier ministre Netanyahu, ne peut pas se faire sans un morcellement et un affaiblissement des États de la région. Et donc cette analyse, c'est à l'origine, elle visait principalement les États arabes de la région, notamment la Syrie et l'Irak. Elle est parfaitement applicable aujourd'hui à l'Iran. De l'autre côté, concernant les États-Unis, ils ont également un intérêt géostratégique à voir un effondrement du régime, pas nécessairement pour les mêmes raisons que les Israéliens. Et dans ce cadre, il est important de souligner que l'Iran, par rapport à d'autres États considérés comme parias par les États-Unis, concentre un certain nombre de facteurs et de puissances uniques qu'on ne retrouve pas dans les autres États, d'où l'intérêt finalement des Américains par rapport à cet État, qui le considèrent comme une menace potentielle par rapport à leurs intérêts. Il y a d'abord le fait que l'État dispose d'importantes ressources énergétiques, une deuxième réserve mondiale de gaz, quatrième, certains disent troisième, en matière de pétrole, donc ce qui peut garantir une manne financière à l'Iran qui lui permet de mener finalement à bien ses ambitions et ses objectifs politiques, un patrimoine minier énorme qui, selon certaines études, il est estimé à plus de 27 trillions de dollars, une position géographique stratégique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un nœud géostratégique, un État qui peut, par sa géographie, contrôle un détroit fondamental qui est le détroit d'Ormuz, on en parle quotidiennement en ce moment, par lequel 20% du brut mondial passe. Et enfin, je rejoins ce que mon collègue avait dit tout à l'heure, l'Iran, même si c'est à un niveau symbolique, joue un rôle important dans la stratégie de dédollarisation de l'économie internationale avec une volonté croissante d'utiliser le yuan chinois. Et donc, ça permet de montrer au sud global, en tout cas de pousser le sud global vers cette stratégie. Donc l'ensemble de ces éléments peuvent expliquer en partie l'immensité des pressions que les États-Unis font subir à l'Iran depuis un certain nombre d'années. Donc pour les États-Unis, l'Iran incarne à la fois un danger stratégique, mais également une opportunité exceptionnelle, dans la mesure où contrôler ce pays ou avoir un régime allié permet d'avoir un certain nombre de leviers de puissance sur l'économie mondiale et sur certains États de la région, notamment par rapport à la Chine, puisqu'il y aura le contrôle d'importantes ressources énergétiques, et sans oublier, dans le contexte actuel, on parle de plus en plus des minerais critiques, l'Iran disposerait également d'importantes réserves dans ce domaine. Donc l'ensemble de ces éléments que je viens d'exposer explique pourquoi pour Israël et les États-Unis, il est fondamental d'affaiblir le régime et dans l'idéal d'avoir un régime allié dans la zone. Et donc pour atteindre ces objectifs, l'instrumentalisation des minorités ethniques peut être une stratégie gagnante entre guillemets, parce que pour faire tomber un régime en dehors d'une intervention militaire directe, les États qui s'opposent à tel État, à cet État, peuvent exercer des pressions économiques,
soutenir des positions internes ou externes pour faire tomber le régime, et également activer la carte des minorités ethniques. Et donc on peut tout à fait imaginer dans le cadre iranien que les Américains et les Israéliens, face à la situation actuelle, où ils n'arrivent pas finalement à faire tomber le régime par la voie militaire, activer d'autres leviers d'action, notamment la question des minorités ethniques. Et dans ce cadre, il est fondamental de rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, la composition ethnique de l'Iran. C'est un pays multiethnique. Il se caractérise par un plateau central qui est dominé, je dirais, par la population persane, qui représente à peu près 50% de la population globale du pays, mais avec, au niveau des périphéries de ce centre, une multitude d'ethnies, notamment les Kurdes, les Azéris, les Arabes, les Turkmènes, etc. Et une partie de ces minorités, en réalité, se retrouve à cheval entre plusieurs États. On peut citer l'exemple des Azéris, l'Azerbaïdjan et le nord de l'Iran, les Kurdes qui sont à cheval entre plusieurs pays, l'Iran, la Turquie, l'Irak, la Syrie, etc. Les Baloutches, entre le Pakistan également et l'Iran. Et on a vu ces dernières décennies se développer notamment un discours pour une meilleure reconnaissance en réalité des droits culturels, voire des autonomies régionales, et de manière globale, ce qu'on peut voir, c'est que ces revendications restent pacifiques, même si on a remarqué ces dernières années le développement parfois d'un discours plus radical et le recours et l'apparition plutôt de groupes armés qui s'attaquent directement aux forces de sécurité iraniennes et aux infrastructures stratégiques du pays, notamment de trois régions qui peuvent être qualifiées comme étant le point faible, je dirais, sur ce plan pour l'Iran, les régions au nord-ouest du pays, majoritairement kurdes, au sud-ouest, majoritairement arabophone, et au sud-est, avec la minorité baloutche. Et dans ce cadre, il est également important de rappeler la place particulière des Aziris dans le régime, dans le système iranien, parce que c'est le deuxième groupe ethno-culturel, linguistique dans le pays, avec une population estimée selon les chiffres entre 15 et 25% de la population totale iranienne. Et ce qui est remarquable par rapport à ce groupe, c'est qu'il est parfaitement intégré dans le système iranien et beaucoup de responsables politiques, religieux et militaires sont issus de ce groupe. D'ailleurs, le guide suprême qui a été assassiné était de père azéri, le président actuel est de père azéri, et plusieurs généraux dans les gardiens de la révolution islamique sont d'origine azéri. Donc, en réalité, c'est pour ça, je disais tout à l'heure, et on voit que les revendications des sécessionnistes dans cette zone sont extrêmement limitées comparées aux trois zones que j'ai citées. Donc, concernant la question kurde, il faut savoir que les Kurdes iraniens représentent à peu près 10% de la population, donc on est à peu près à 9 millions de personnes qui vivent principalement dans les zones nord-ouest frontalières avec l'Irak. Et on a plusieurs groupes qui s'opposent au régime iranien et qui sont installés dans le Kurdistan irakien. Et on a vu l'intérêt vis-à-vis des Kurdes iraniens réapparaître dernièrement, notamment au début du conflit, lorsqu'on constatait de visu qu'on ne pouvait pas renverser le régime juste avec les bombardements aériens. Il fallait une force terrestre sur place pour pouvoir renverser le régime. Et donc l'une des options qui a été envisagée, qui a été médiatisée également, c'était de recourir aux Kurdes iraniens, aux groupes rebelles iraniens qui sont positionnés en Irak. Et selon plusieurs informations, ça a été même admis officiellement, le président Trump s'était entretenu téléphoniquement avec plusieurs responsables kurdes iraniens situés dans le Kurdistan d'Irak. On avait même parlé également que la CIA étudiait différentes possibilités pour armer ces groupes et que l'armée américaine et israélienne allait offrir une couverture aérienne à une infiltration depuis le territoire irakien. Et on a vu également, dans ce qu'on pourrait appeler pour le moment la guerre des 40 jours avant le cessez-le-feu, qu'il y a eu une multiplication des attaques au niveau des zones frontalières de l'Iran avec le Kurdistan irakien. Donc ça a été interprété par plusieurs analystes comme une manière de préparer le terrain à des futures opérations menées par des groupes kurdes opposés depuis le territoire irakien. En plus des Kurdes, donc les Américains peuvent également, dans le futur, en tout cas être tentés d'apporter leur soutien à d'autres groupes autonomistes ou séparatistes dans d'autres régions de l'Iran. Il y a la province du Sistan-Baloutchistan où on a la minorité baloutche et également
la région du Khuzestan, où il y a une minorité arabophone. Concernant la province du Sistan-Baloutchistan, donc elle est située au sud-est du pays, avec une minorité baloutche d'environ, estimée en tout cas, à 3 millions d'habitants, à peu près. Et la spécificité de cette population par rapport au reste de la population iranienne, c'est qu'elle est sunnite. Le régime iranien, elle est chiite. Donc déjà, on a une confrontation de base. Une partie de cette population, en raison de sa religion, s'estime exclue du système politique et économique iranien. Et donc, elle se considère comme étant marginalisée politiquement et économiquement. Et on a vu apparaître ces dernières années des groupes armés dans la zone qui n'hésitent pas à s'attaquer aux forces armées iraniennes. Et un certain nombre de ces groupes ont développé même une idéologie djihadiste. On parle notamment de Jund al-Khilafa qui est active dans la région. Et donc, dans cette stratégie visant à affaiblir l'Iran, ce type de groupe pourrait éventuellement être utilisé comme force de pression dans la région, en plus des Kurdes, pour accentuer la pression contre le pouvoir central iranien. Et le fait que les groupes soient djihadistes ne poserait pas de problème dans la mesure où on a vu dans le cas syrien que les puissances occidentales et Israël avaient soutenu des groupes à l'idéologie djihadiste. De même, par rapport à la province arabophone, c'est ça qui fait la spécificité du Khuzestan, qu'on appelle en arabe Al-Ahwaz, certains parlent également d'Arabistan, qui est situé au sud-ouest de l'Iran. Elle est également confrontée, pour une partie de la population, à ce sentiment d'exclusion en raison de cette origine arabe par rapport à l'origine persane, imaginée par rapport à la majorité de la population iranienne. Et on a vu également se développer en tout cas des confrontations régulières avec les forces de sécurité, mais également l'apparition de groupes séparatistes qui mènent des attaques à la fois contre les forces de sécurité iraniennes, mais également contre les installations stratégiques iraniennes. Parce qu'il faut savoir que l'une des spécificités de cette région, de l'Ahwaz, en dehors du fait qu'elle soit arabophone, c'est qu'elle concentre les principales ressources énergétiques de l'Iran. Donc il fait d'elle un enjeu également stratégique. Prochaine, 2 minutes. Et donc, en raison de cette situation, en réalité, la multiplication de ces attaques, on a vu que l'Iran, à plusieurs reprises, a condamné la complicité des États-Unis, d'Israël, mais également de l'Arabie Saoudite par rapport à ces provinces et des tentatives de déstabilisation en recourant à la carte ethnique et religieuse. Et donc, cette stratégie, pour finir, basée sur l'instrumentalisation des minorités contre le pouvoir central, comporte des limites, puisque par rapport aux 3 zones que j'ai citées, c'est une limite liée au nombre de la population, parce qu'on reste par rapport à des populations assez limitées par rapport à la population globale iranienne, mais ça peut créer une dynamique qui va dans le sens d'aggraver, en tout cas dans le sens de créer une crise interne à l'Iran, qui pourrait aboutir progressivement à des clashs, à des tensions interethniques dans le pays. Il y a une guerre civile. Et donc, pour finir, je dirais que les manipulations qu'on a vues par le passé dans cette zone, donc grande zone du Moyen-Orient, qui visent parfois à déstabiliser les régimes sur place, peuvent avoir des conséquences imprévisibles et difficiles à contrôler. Les exemples irakiens et syriens et libyens également sont parfaits pour l'illustrer. On l'a vu avec la désintégration des institutions étatiques centrales. On a vu l'apparition de milices. Le pays était plongé également dans des guerres civiles. L'émergence de groupes armés, dont certains étaient djihadistes qui ont mené même des actions terroristes en Occident, et une crise humanitaire majeure. Merci.